La radio parlementaire se distingue des autres médias par son caractère institutionnel. Une grille des programmes dynamique et attractive. De grandes émissions avec des contenus centrés autour des activités du CNT et de la transition. Santé d'abord est votre émission dédiée à la promotion et à la sensibilisation sur la santé. Elle vise à informer, éduquer et conseiller les auditeurs sur une multitude de thématiques liées à la santé. Santé d'abord, c'est tous les samedis à partir de 10h sur la 107.5 FM, la radio parlementaire. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la radio parlementaire, la 107.5 FM, émettant du studio honorable Saifoulay Gallo. Bienvenue dans Santé d'abord, votre émission qui vise à informer, éduquer et conseiller les auditeurs sur une multitude de thématiques liées à la santé. À mes côtés ce matin, Justine Finda Tonguino, ma co-animatrice. Bonjour. Bonjour Sidi Bekondi. Et merci de me rejoindre dans cette émission. Daouda Sangari assure la mise en onde. Bienvenue à tous. Être en bonne santé est un besoin universel. Santé d'abord est votre émission dédiée à la promotion et à la sensibilisation sur la santé. Elle vise à informer, éduquer et conseiller les auditeurs sur une multitude de thématiques liées à la santé. Santé d'abord, c'est tous les samedis à partir de 10h sur la 107.5 FM, la radio parlementaire. Alors, ce matin, chers auditeurs, nous aborderons la question de la planification familiale en Guinée, une méthode qui permet aux populations d'atteindre le nombre d'enfants souhaités et de déterminer l'espacement des naissances. Dans cette émission, nous parlerons des avantages de la planification familiale, de la problématique d'accès des femmes aux contraceptifs en Guinée, de l'apport de l'UNFPA dans l'accroissement de la prévalence contraceptive en Guinée et des avancées enregistrées. Pour justement en parler, nous recevons comme invité dans ce studio le représentant de l'UNFPA en Guinée, entendez par UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population. Bonjour, Monsieur Francesco Galtieri. Bonjour à vous et à vos auditeurs et auditrices. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir à vos micros. L'UNFPA, dont vous êtes le représentant en Guinée, œuvre notamment à la réalisation de l'objectif d'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, y compris la planification familiale. Quels sont les avantages, Monsieur Francesco, de la planification familiale? En fait, les avantages de la planification familiale se situent directement, si vous voulez, à deux niveaux en termes d'impact sur les femmes, surtout les filles qui se planifient, mais aussi sur les hommes qui utilisent les méthodes de planification familiale. Tout d'abord, il y a un bénéfice en termes de bien-être des ménages, parce que le fait de pouvoir choisir pour une femme et une fille à quel moment avoir des enfants, combien en avoir et l'espacement, ça contribue aussi à une dynamique saine pour l'ensemble du ménage et de la famille. Et deuxièmement, au niveau de la santé directe, à la fois de la mère et de l'enfant, parce que des grossesses portées trop tôt ou des grossesses trop rapprochées exposent les femmes et filles à des risques lors des grossesses et de l'accouchement. Il y a aussi, si vous voulez, un bénéfice de nature secondaire. Le moment où une femme arrive à équilibrer sa vie en tant que maman et donc sa fonction aussi auprès du ménage, et auprès de ses enfants, et équilibrer ça avec d'autres aspects épanouissants de sa vie, comme les études, voire la réalisation professionnelle, c'est l'apport de la richesse au pays et rend aussi la femme plus épanouie. Alors, quelle est la situation, Monsieur Francisco, de l'utilisation des méthodes modernes de contraception en Guinée? Alors, tout d'abord, il faut vraiment féliciter le gouvernement pour un effort qui dure ici en Guinée depuis des années. Donc il y a sans doute une continuité garantie par les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour des investissements croissants dans la planification familiale, à la fois en termes de disponibilisation des produits et en termes de qualification du personnel et disponibilité de ces produits auprès des populations. Ce qui a fait
en fait, ce qui s'y est traduit dans des avancées, il faut avouer, pas proportionnelles peut-être à l'investissement, aux efforts d'investissement financier, mais à la fois des avancées positives en termes de prévalence contraceptive dans le pays, c'est-à-dire l'utilisation des méthodes, toutes méthodes confondues. Bien sûr, les méthodes modernes permettent d'un côté d'avoir un moindre, si vous voulez, impact du point de vue médical, parce que justement l'industrie pharmaceutique évolue, et en même temps c'est des méthodes plus efficaces, efficientes, donc elles coûtent moins cher à l'État, étant donné que la planification familiale doit être gratuite. Même si elle ne l'est pas en tant que telle, en tout cas après certains constats dans certaines structures sanitaires du pays, c'est vrai que le coût n'est pas exorbitant, mais c'est pas gratuit aussi. C'est pas tout à fait gratuit. On n'est pas encore arrivé à la gratuité à 100%, mais déjà le gouvernement, avec l'appui du NFPA, cette année passe de l'organisation d'une campagne d'offres gratuites à 2 campagnes d'offres gratuites par an sur l'ensemble de l'étendue du pays, et c'est là où on mesure un nombre élevé de nouvelles utilisatrices, voire d'utilisatrices qui retournent. En même temps, il y a plusieurs partenaires de la Guinée, par exemple s'agissant de la distribution gratuite de condoms, donc de contraceptifs masculins, qui contribuent à cet accès. Donc c'est vrai que sur les méthodes modernes, il y a encore un travail à faire sur la gratuité pour l'élargir dans le temps et aussi aller au-delà des campagnes nationales. Mais ces campagnes nationales déjà assurent une très bonne couverture en termes au moins de premier accès et de familiarisation. Nous reviendrons plus en détail dans cette émission sur la dernière campagne que vous avez organisée. Même si, M. Francesco, la prévalence contraceptive a pratiquement doublé, comme vous l'avez tout à l'heure signifié, entre les 2 derniers EDS, elle reste faible en dépit des efforts fournis par les autorités et vous les partenaires, qu'est-ce qui explique, à votre avis, ce faible taux? Donc, si vous voulez, il y a 3 éléments principaux sur lesquels on est en train de travailler pour que, justement, le taux de prévalence contraceptive améliore et augmente proportionnellement aux investissements financiers faits. Le premier défi reste celui de l'acheminement des produits contraceptifs, comme on dit chez l'UNFPA, au dernier kilomètre, c'est-à-dire vraiment là où les populations sont. Parce qu'on ne peut pas rajouter, si vous voulez, au coût moindre qu'il soit de la planification familiale, le coût du transport et tout ce que cela engendre, aussi parce que, et là je reviendrai sur le troisième élément, il y a un facteur culturel. Donc le premier défi est celui, si vous voulez, de la logistique de la distribution et la mise à disposition au dernier kilomètre à l'ensemble de la population guinéenne dans toutes les régions. Deuxièmement, il y a un défi encore en termes de familiarité du personnel de la santé, encore une fois au dernier kilomètre, avec l'administration, surtout des méthodes modernes, parce que certaines méthodes modernes demandent aussi une certaine praticité dans l'administration, etc. Et comme vous savez, pour l'instant, la présence du personnel de la santé sur l'étendue du pays est encore faible, surtout si on regarde aux sages-femmes et au profil les infirmiers et les infirmières, les profils qui normalement s'occuperaient de planification familiale. Donc, et à cela, M. Francesco, il y a aussi un problème de formation parce qu'elles ne sont pas toutes qualifiées pour prodiguer d'utiles conseils à ces utilisatrices, ou c'est ça, les utilisatrices de contraceptifs. Tout à fait. Donc quand on parle de, si vous voulez, de capacité du système, du personnel de la santé, c'est à la fois le nombre de personnel et les qualifications, donc la compétence même à expliquer. Peut-être il y a des sages-femmes qui savent comment appliquer une méthode moderne, mais en expliquer les bénéfices et accompagner les utilisatrices et parfois, ce dont on se réjouit, le couple qui se rendent ensemble pour la planification familiale demande vraiment une familiarité dans l'explication, comment simplifier les messages, etc. Et ce qui m'amène au troisième défi qui reste énorme ici en Guinée, qui est un défi culturel. Il y a beaucoup de travail à faire, d'un côté auprès des couples et plus particulièrement des hommes pour qu'ils comprennent que leur femme est plus que la maman de leurs enfants et donc qu'on accepte la planification familiale comme étant un choix agile et dynamique et continu que le couple doit faire pour assurer que si on met au monde des enfants,
on en ait les moyens pour en garantir le bien-être, la santé, l'éducation, etc. Ainsi que mettre au monde aux enfants a un impact sur la santé de la femme et la fille qui doivent ensuite, qui ont droit à une période de récupération. Donc il y a cet élément culturel-là vraiment sur le rôle de la femme dans le foyer. Mais il y a aussi des craintes et ce qui est aussi normal quand on a affaire avec la santé des individus, des questions par rapport aux effets secondaires, aux risques d'infertilité, etc. Donc il y a beaucoup de travail culturel et d'information à faire, mais je pense que le travail d'information de santé publique est moins complexe que le travail de changement de la perception et de l'imposition d'un certain rôle à la femme au sein du foyer. Et oui, pour amener les hommes justement à s'intéresser à ces questions de planification familiale, je pense qu'il y a quelques années, l'UNFPA avait développé un concept appelé Marie-École, ou je ne sais plus, des maris-modèles plutôt, des maris-modèles qui étaient chargés là, je crois bien, de s'intéresser à cette question, de former à leur tour d'autres hommes. Où en êtes-vous avec ce projet, ce programme? Alors, disons, le concept des maris modèles, justement, qui est mis à l'échelle, entre autres, à travers l'école des maris modèles, qui est disons, le centre un peu où cette idée est promue, est en cours d'expansion aussi grâce à l'appui du NFPA, mais du projet One Health des USAID, donc des collègues de la coopération américaine, pour continuer à travailler, notamment sur les nouvelles générations aussi, hein, parce que chaque 2-3 ans, des anciens enfants deviennent adolescents, donc la fertilité, l'attraction sexuelle rentrent là-dedans, donc ça va être un travail continu de promotion de la masculinité positive en sens large. Moi, j'espère, je dis ça avec beaucoup d'humour, que d'ici au moins pendant mon séjour ici en Guinée, les 2-3 prochaines années, qu'on passera du concept de mari modèle au concept de mari normaux, parce qu'on n'est pas un modèle si on fait tout simplement son devoir, mais on sait que là où les phénomènes d'abus, malheureusement, et d'inégalité sont très frappants, ceux qui ne s'engagent pas dans ces mauvais comportements sont des modèles et doivent être pris en modèle. Mais donc, on est en train d'augmenter ça et en fait d'élargir ça. Ce qui est très important, aussi dans le cadre de la planification familiale, mais au-delà aussi de l'éducation de l'enfant, etc., c'est que la parentalité, c'est une co-responsabilité entre la mère et le père. Parce que toute une partie de phénomènes qui se traduisent dans des violences, des abus et des impositions vis-à-vis les choix des femmes ont la même origine. Ont l'origine de la compréhension au sein de la société guinéenne, de certaines poches, surtout les moins éduquées, etc., que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Et cette perception et cette croyance est portée par les femmes elles-mêmes qui ne se considèrent pas, en fait, qui se voient en quelque sorte cloîtrées dans ce périmètre qui a été historiquement marqué pour les femmes et les filles dans ce pays. Effectivement. Voilà, justement, M. Francesco, l'UNFPA donne une partie des produits contraceptifs au pays. L'État aussi en achète. Mais pourquoi les besoins de contraception ne sont pas encore satisfaits à l'échelle nationale? Donc, comme je disais, c'est à la fois une question, si vous voulez, logistique, donc d'acheminement des produits, et ensuite, c'est une question de demande et d'offre, n'est-ce pas? Donc, il faut, du côté de l'offre, il faut s'assurer, comme on disait tout à l'heure, la disponibilité au dernier kilomètre et la formation du personnel et la présence du personnel. Et là, on n'en est pas encore au niveau que la composition de la population guinéenne demanderait. Mais il y a aussi le problème de la demande. Dans pas mal de centres de santé où on a du personnel qualifié, où on a disons, la disponibilité des produits. D'un côté, les questions de coût, d'autre côté, les questions de mécompréhension ou manque d'information font qu'il faut encore aller à l'encontre des femmes et des filles pour qu'elles viennent même se renseigner. Justement, pour ce qu'on disait tout à l'heure, certaines craintes des impacts, des effets secondaires, de la contraception. Donc, il faut vraiment travailler sur ces 3 aspects. L'aspect de la logistique et, disons, de l'approvisionnement au dernier kilomètre, l'aspect de l'offre, de la qualification de l'offre, qualité, gratuité et formation du personnel, et l'aspect de la demande, génération de la demande. Et ces 3, dans un pays très jeune, par tranche d'âge, et vous savez, la planification familiale vise en général
les femmes et filles en âge de fertilité, donc 15 à 49 ans, ce qui couvre une bonne portion de la population guinéenne. Donc le défi pour chaque pays est aussi proportionnel au groupe de la population qu'on cible, à la fois par coût et par capacité d'implication et de mobilisation de ce groupe de la population. Sur l'aspect logistique, qui est chargé de faire acheminer les produits dans tout le pays, sur l'ensemble du territoire national? S'agissant de produits médicaux, un rôle central est toujours dans les mains de la pharmacie centrale de Guinée et ses antennes régionales. Mais à la fois, ils doivent travailler, les collègues de la PCG doivent travailler de façon très étroite avec le personnel de santé parce que l'État a un système de commande trimestrielle automatisé. Et donc, c'est aussi une question d'anticipation des besoins au niveau des pharmacies, des centres médicaux et des hôpitaux régionaux, etc. Donc, c'est un peu mettre au diapason le système. UNFPA accompagne la PCG d'un point de vue à la fois technique et financier, en plus du don de presque les 70% des produits contraceptifs disponibles dans le pays. Mais beaucoup de travail encore reste à faire dans le peaufinage de ce système national. Est-ce que, avec les progrès de la médecine, il existe à date combien de méthodes contraceptives? Alors, on a 5 méthodes contraceptives. Les plus connues, des méthodes externes, des méthodes par injection, des méthodes barrières, etc. Le plus important, je pense, pour les couples à savoir, c'est que lors de la première session un peu d'information, les professionnels de santé prennent le temps d'expliquer les différentes méthodes, mais aussi de vérifier l'état de santé de la fille et de la femme, pour qu'il y ait un libre choix, pas seulement si et quand se planifier, mais aussi quelle méthode utiliser. C'est pour cela qu'il est important que l'ensemble des méthodes soit disponible. Laissez-moi souligner un aspect, il y a cependant une seule méthode qui protège contre aussi les infections sexuellement transmissibles, et ça c'est surtout un message pour les plus jeunes, un milieu universitaire, etc. Et ça c'est le condom masculin, c'est disons la méthode la plus sûre, entre guillemets, pour à la fois éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Non désirées, effectivement. Alors, Monsieur Francesco, à partir de quel âge est conseillé à la jeune fille? Avant même, Justine, excuse-moi, avant de passer à cette question, il y a une autre question qui me taraude l'esprit. Donc, ce qui veut dire que pour utiliser ces contraceptifs, Monsieur Francesco, il y a des préalables. On ne se lève pas un beau matin ou on ne rencontre pas parce que c'est un médecin ou une sage-femme ou un prestataire de santé pour qu'il nous recommande des pilules ou des injections ou un implant. Il y a des préalables, c'est-à-dire il y a peut-être un bilan médical à faire, je ne sais pas. Alors justement, pour les méthodes modernes, donc celles qui sont basées sur des principes pharmaceutiques, donc c'est des médicaments à la base, il y a des préalables. Il faut s'assurer qu'un professionnel de la santé fasse un bilan de santé de la fille et de la femme. Pour les méthodes barrières, telles que les condoms masculins et féminins, on espère que désormais les jeunes Guinéens et Guinéennes se réveillent le matin et ils aillent à la recherche de ça s'ils sont en couple et ils ont intention de, s'unir sexuellement avec leur partenaire. Donc vraiment, sur les méthodes barrières, il n'y a rien à craindre. Il faut vraiment être plutôt proactif et proactive pour les filles d'imposer à leur partenaire homme le port du condom masculin, voire d'utiliser le condom féminin. Mais sur toute méthode moderne qui fonctionne sur la base de principes pharmaceutiques et de chimie pharmaceutique, il faut absolument qu'il soit recommandé et prescrit par un professionnel de la santé. Alors, comme je le disais tantôt, est-ce qu'il y a un âge précis à conseiller aux jeunes filles d'utiliser les contraceptifs? Pour des buts de planification familiale, cet âge correspond à l'âge de la fertilité. Donc, on dit en moyenne entre 14 et 49 ans. Maintenant, chaque fille sait à quel moment elle devient fertile. Parfois, on assiste de plus en plus à, des phénomènes de fertilité anticipés, déjà autour de 12-13 ans. Cela est lié à l'évolution physique, à la nutrition, etc. Mais donc, pendant l'âge de la fertilité, pour des buts de planification familiale. Pour le but de prévention des maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas d'âge. Il faut s'assurer que toute relation sexuelle entre deux personnes qui ne connaissent pas le statut sérologique l'un de l'autre
soient prévenus, en fait, voient l'utilisation des condoms pour éviter la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que malheureusement, un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles sont en train de revenir. Parce que le moment où on a un peu relaxé, entre guillemets, le message social, où on a eu l'impression dans plusieurs pays que les taux d'infection du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles étaient un peu sous contrôle, on a un peu allégé le battage, si vous voulez, la communication. Exactement. D'accord. Et cette utilisation prolongée, par exemple, des contraceptifs par les jeunes filles ou les jeunes dames, n'a-t-elle pas de conséquences sur leur fécondité ou leur santé? Non, pas vraiment. Il faut suivre les protocoles médicaux et en fait, sans trop rentrer Parce que cette question-là, oui, c'est des barrières aujourd'hui dans notre société. Il y a des femmes et des jeunes filles qui pensent qu'utiliser ces contraceptifs à l'avenir les empêcherait d'enfanter, les compliquerait. Assez de choses en tout cas pour leur permettre de mettre au monde un enfant. Et donc, je pense qu'il faut éclaircir cette partie pour permettre aux uns et aux autres d'être au même niveau d'information. Tout à fait. Et en fait, pas seulement les femmes et les filles, mais aussi leurs copains et leurs maris. Parce que souvent, quand on sait le poids que l'opinion du mari a sur le choix de la femme, malheureusement, souvent, c'est les maris qui bloquent leurs femmes d'aller même se renseigner auprès des professionnels de santé. Il n'y a pas de risque majeur. Comme dans l'utilisation de tout médicament, il peut y avoir des risques ou des effets secondaires, mais rien qui ne puisse pas être, si vous voulez, récupéré par la suite par un professionnel de santé. Donc, tel qu'il y a le besoin d'un bilan médical au moment du choix de la méthode contraceptive, ainsi que le suivi au fur et à mesure que la femme se planifie, il y a aussi un protocole à suivre pour accompagner la femme au retour à la pleine fertilité selon la méthode qui a été utilisée, etc. C'est pour cela que la contraception n'est pas un événement spot dans l'engagement avec son médecin ou sa sage-femme, son gynécologue, etc. Ça doit faire partie de la normalité du dialogue entre une femme et une fille et le personnel médical de référence. D'où la formation systématique des prestataires de santé. Parce qu'avec eux, il y a assez de problèmes selon des utilisatrices qui souvent ont des complications. Il y a une femme que moi j'ai rencontrée qui m'a dit par exemple, qui a utilisé l'implant, qui me dit que l'implant a disparu dans son bras. Et malheureusement pour elle, quand elle a été à l'hôpital, elle n'a pas trouvé de répondant. Et donc des histoires pareilles décourageraient d'autres femmes à utiliser par exemple l'implant ou d'autres méthodes contraceptives. C'est pourquoi il est évident, il est mieux de mettre l'accent sur la formation des sages-femmes, des infirmières et bref, tous les prestataires de santé. Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de la radio parlementaire émettant du studio Honorable Saifoulaye Diallo en direct du Palais du Peuple. Vous suivez Santé d'abord, votre émission qui a pour invité M. Francesco Galtieri. Il est le représentant de l'UNFPA en Guinée. Et avec lui, nous parlons de la planification familiale. Justement, M. Francesco, nous avons aussi rencontré la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition pour parler de la politique de son département en matière de planification familiale. Nous vous invitons à suivre cet entretien que j'ai réalisé avec Dr Guéné Kaba. Le CNT, au cœur de la refondation de l'État, avec sa vitrine, la radio parlementaire 107.5 FM. Bonjour, Dr Guéné Kaba. Bonjour. Vous êtes la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. Oui. Et dites-nous quelle est la politique ou la vision de votre direction, tout au moins de votre département en matière de planification familiale en Guinée. Ok, merci beaucoup Madame Sidibé pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur un sujet aussi important que la planification familiale. Comme vous l'avez demandé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pour vision en matière de planification familiale de faire en sorte que toutes les femmes, les filles ont accès aux services de planification familiale de qualité, où qu'elles soient, au niveau du pays. Et c'est ça vraiment la vision de notre département en matière de planification familiale. Et pour ce faire, nous élaborons tous les 5 ans des plans nationaux budgétisés de planification familiale. Le dernier plan élaboré et couvrait la période de 2017
2019 à 2024. Et ce plan arrive vraiment bientôt à échéance. Et donc, dans ce plan, on se fixe des objectifs stratégiques à atteindre. On développe des interventions qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Puisque ce plan, comme vous le dites, arrive à terme, est-ce que à date vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés au départ? Au départ de la mise en œuvre de tout plan d'action, avant d'abord l'élaboration, on fait une évaluation de base pour connaître où on en est avec les indicateurs. Nous avons fait la mise en œuvre, nous avons réalisé une évaluation à mi-parcours qui a montré que sur certains actes, tels que l'offre de services, on avait fait des progrès, mais qu'il y avait vraiment des progrès à faire sur la demande des services, tout ce qui est activité de communication pour la demande pour l'utilisation des services. Et donc, on arrive à la fin. Il y a actuellement une évaluation qui est en cours, les termes de référence sont élaborés, le consultant a été recruté pour pouvoir justement répondre à votre question. Est-ce qu'on a pu atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans ce document stratégique qui est le cadre de référence de la mise en œuvre de la planification familiale au niveau du pays? Dans ce plan, on avait fixé un objectif de prévalence contraceptive de 18,5%. Selon les estimations de Tract 20, qui est une institution qui gère vraiment les données au niveau des pays du partenariat de Ouaga pour pouvoir avoir une comparabilité des données et qui donne chaque année une estimation. Et nous avons pour l'estimation pour le 2023, on a atteint 13,5% de prévalence contraceptive. Donc aujourd'hui, l'évaluation qui est actuellement en cours nous permettra de savoir où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Mais d'ores et déjà, je peux vous rassurer qu'on a fait beaucoup de choses, même si encore il y a des efforts à faire pour aller de l'avant. Nous avons, comme tous les pays qui œuvrent pour la planification familiale, pris des engagements pour le partenariat de Ouagadougou pour les 10 prochaines années, donc de 2021 à 2030. Les pays se sont engagés. La Guinée a pris 5 engagements au total, mais repartis dans 3 catégories. Il y a les engagements politiques, c'est-à-dire l'augmentation de la prévalence contraceptive jusqu'à 18,52%. Donc on a pris l'objectif de notre plan national d'action budgétisé de planification familiale qui est le cadre de référence et la gratuité des services de planification familiale dans les formations sanitaires. Ça, c'était vraiment l'engagement programmatique. Et c'est le nerf du problème parce que jusqu'à présent, dans les structures sanitaires publiques, les produits contraceptifs ne sont pas gratuits. Les produits contraceptifs sont, on peut dire, à peu près gratuits parce que c'est un produit qui est subventionné au niveau du pays et que les partenaires aussi nous aident beaucoup dans l'acquisition de ces produits-là. Malgré ce coût faible-là, ça constitue une barrière. Justement. Il y a une barrière financière et puis il y a tout ce qui est lié à l'accès aux services globalement, notamment les adolescents et les jeunes. Ça, c'est l'engagement politique, donc je viens de vous le dire. Il y a l'engagement programmatique pour que dans toutes les formations sanitaires du pays, que les femmes, les filles et tous ceux qui ont besoin de planification familiale aient accès à une gamme complète de produits pour pouvoir faire le choix en fonction des méthodes que la personne désire. Donc ça, c'est sur le plan programmatique et assurer aussi l'accès continu des services de qualité de planification en tout lieu et à tout temps. Et donc, la troisième catégorie d'engagement, c'était vraiment tout ce qui est l'augmentation du nombre de formations sanitaires. Au moment où on prenait les engagements il y a 2 ans, on était à 83% de couverture des formations sanitaires qui offrent les services de planification familiale. Nous voulons porter ça à 90% des formations sanitaires. Donc la mise en œuvre de ces engagements permettra à coup sûr d'améliorer la prévalence contraceptive au niveau de notre pays à l'horizon 2030. Une autre question, Dr Guéné Kaba. Que faites-vous pour faciliter l'accès des personnes vivant avec handicap aux services de PF? Prendre en compte ces personnes vivant avec une vulnérabilité, les handicaps et autres formes de vulnérabilité dans nos programmes de santé globalement et surtout de services de planification familiale est une priorité pour le département et dans nos plans d'action intrasectoriels, les stratégies sont développées pour atteindre ces couches vulnérables. Ce qu'on fait pour leur faciliter l'accès aux services, c'est d'adapter les services à leurs besoins. Ce sont des groupes spécifiques qui ont des besoins spécifiques qu'il faut prendre en compte pour améliorer leur accès aux services de planification familiale et aux autres services globalement.
Aussi, ce qui peut faciliter leur accès aux services de planification familiale, c'est travailler à la mise en œuvre effective de la gratuité de la planification familiale, aussi bien pour les jeunes qui n'ont pas de problème de vulnérabilité spécifique qu'au niveau des groupes des jeunes vivant avec un handicap. Vous avez parlé tout à l'heure de la gratuité. C'est vrai, la Guinée a pris un engagement. Il y a une étude de faisabilité de la mise en œuvre de la gratuité qui est en cours. Je pense qu'on va avoir les résultats sous peu, qui est en train d'être réalisé dans presque tous les pays du partenariat de Ouagadougou, qui, dans le cadre du programme de recherche de partenariat de Ouagadougou. 3 pays, dont la Guinée, se sont engagés à faire aussi la gratuité de la planification familiale. Pour cela, il faut faire d'abord les préalables tels qu'une étude de faisabilité. Cette étude multicentrique au niveau du partenariat de Ouagadougou a été faite. Nous attendons les résultats d'un moment à l'autre. En ce moment, quand on aura les résultats, nous allons engager des actions de plaidoyer pour que, au niveau du gouvernement, qui est à l'image de la césarienne, la gratuité de la planification familiale, pour permettre aux adolescents et aux jeunes, surtout aux jeunes vivant avec un handicap, de pouvoir bénéficier des services de planification familiale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des barrières, notamment les barrières socio-culturelles, les barrières financières à l'accès des jeunes et les autres groupes vulnérables aux services de planification familiale. Qu'en rendant ces services-là gratuits, on leur permet d'accéder aux services de planification familiale, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on organise les semaines d'offres gratuites de services de planification familiale annuellement, le taux de prévalence contraceptive augmente beaucoup. Ça veut dire tout simplement dire que les gens veulent accéder aux services, mais à cause du coût des prestations, ça fait que certaines... Et parfois à cause du manque d'informations. Exactement. C'est pour ça que nous voulons aussi profiter vraiment de votre antenne pour demander toutes les parties prenantes, que ce soit les prestataires de services, les communicants, les journalistes, pour vraiment essayer d'aider le ministère de la Santé à passer les informations appropriées pour les jeunes en matière de leurs droits en santé sexuelle et reproductive globalement, et surtout la planification familiale. Avez-vous pensé au volet formation des prestataires de santé? Parce que selon des constats, certains n'ont pas le niveau requis pour prodiguer des conseils aux utilisatrices des produits contraceptifs. La formation du personnel doit être un processus continu. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans l'administration, mais d'autres sortent aussi. Et donc, à travers ce renouvellement-là, il faudrait que la formation continue soit une activité inscrite en général dans tous les programmes de santé. Je crois que c'est ce que nous continuons de faire. On a besoin à tous les niveaux de faire la formation des différentes parties prenantes, ceux qui sont chargés, qu'il s'agisse des prestataires de services, des journalistes sur des nouveaux concepts, des nouvelles approches en matière de planification familiale ou globalement de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C'est important de faire cette formation pour les outiller à passer des informations de qualité appropriées pour l'offre des services de planification familiale et donner les informations clés essentielles permettant aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de choisir la méthode de contraception qu'ils souhaitent, et aussi les femmes en âge de procréer qui souhaitent espacer les naissances pour donner la chance aux enfants de bien vivre au sein d'une famille harmonieuse, d'accéder aux services de planification familiale de qualité. Oui, la formation est cruciale à cet effet. Dr Guéné Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, tout le plaisir était. Santé d'abord est votre émission dédiée à la promotion et à la sensibilisation sur la santé. Elle vise à informer, éduquer et conseiller les auditeurs sur une multitude de thématiques liées à la santé. Santé d'abord, c'est tous les samedis à partir de 10h sur la 107.5 FM, la radio parlementaire. Voilà, Monsieur Francesco Galtieri, nous venons d'écouter la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. Quelle lecture faites-vous de l'approche du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de stratégie pour une grande adhésion des populations et leur accès aux méthodes contraceptives dans tout le pays? Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention Dr Kaba, avec laquelle on travaille de façon très très rapprochée. Et je dois dire qu'une partie du succès, si vous voulez, du partenariat entre UNFPA et le ministère de la Santé est liée à l'engagement personnel. Parce que de Dr Kaba, comme dans tout phénomène en général, c'est les individus qui portent sur eux les agendas et les efforts.
et Madame la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition est une personne très engagée. Vous avez entendu, surtout sur l'aspect de la gratuité, elle en parle avec beaucoup d'énergie et de conscience du processus qui est demandé afin d'atteindre cet objectif. Parce que vous savez, le moment où le ministère du budget essaye de définir les répartitions budgétaires des finances publiques, c'est un peu comme les débats autour d'une table dans une famille, si on va rénover la maison, acheter une télévision, c'est des débats très, très animés. À la fois, le secteur de la santé est un secteur, surtout dans un pays ayant une population en général très jeune, mais à la fois distribuée sur un territoire qui est difficile à parcourir, parfois pour des questions d'infrastructure, etc. Donc la santé absorbe beaucoup de ressources et la planification familiale, ce n'est qu'un aspect qui a trait à la santé. Maintenant, comme on dit dans mon pays, tous ceux qui ont un marteau dans la main ne voient que des clous. Et donc, nous, comme nous nous occupons de santé sexuelle et reproductive, on ne voit que la planification familiale, la mortalité maternelle, etc. Mais il y a plusieurs phénomènes, bien sûr, dans le monde de la santé, mais en général des services dont les personnes devraient disposer, les citoyens et les citoyennes. Donc, c'est un engagement continu, la raison pour laquelle il faut aussi démontrer à travers l'adoption de méthodes modernes, ce dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut réaliser des économies d'échelle à travers justement les méthodes contraceptives pluriannuelles, etc., pour réconcilier la gestion des ressources qui sont finies, en fait, qui ne sont pas infinies, ainsi que la réponse aux besoins de population. Je pense qu'un aspect très important auquel Dr Kaba a fait référence est l'aspect des engagements, l'aspect de l'évaluation, de l'engagement aussi à l'évaluation, la formation continue du personnel et l'engagement vis-à-vis des populations les plus vulnérables. C'est à la fois les personnes vivantes avec handicap, et c'est pour moi l'opportunité de remercier sincèrement aussi la Fondation Orange Guinée, qui, à travers un partenariat avec UNFPA et le ministère de la Santé, a pu contribuer à l'élargissement de l'accès des personnes vivantes avec handicap aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, pour l'instant, ici à Conakry. En quoi faisant? En fait, on a mené deux efforts spécifiques. Un, c'est encore une fois lié à la nature physique des infrastructures de santé pour faciliter l'accès pas seulement aux structures de santé, donc les plateformes pour les personnes en fauteuil roulant, etc., mais aussi la production de matériel d'information en braille pour les personnes malvoyantes qui maîtrisent cette langage de lecture, etc. Mais aussi à travers une sensibilisation. Vous voyez, souvent, les personnes plus vulnérables se auto-excluent parce qu'ils se disent, il n'y aura pas les services pour moi, il n'y aura pas quelqu'un qui est en mesure de m'accompagner, etc. Et donc, c'est encore une fois des investissements sur la demande et sur l'offre. Un autre élément très important, c'est que concernant les droits et les services en santé sexuelle et reproductive, ceci ne rentre pas exclusivement dans la responsabilité du ministère de la Santé. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de l'Éducation, au pluriel, ministère de l'Éducation. Donc des sectoriels de l'éducation et de la santé. Voilà, pour l'intégration des modules d'éducation complète à la sexualité, qui parlent aussi de planification familiale dans les écoles primaires, secondaires, dans les universités. C'est dans ce sens que lors de notre dernier cycle de programme de coopération avec la Guinée, qui a pris fin l'année passée, on a pu piloter dans les 50% des écoles publiques primaires et secondaires de Guinée l'enseignement de ces modules d'éducation complète à la sexualité, ayant formé les enseignants à le faire, ayant produit des outils pédagogiques en partenariat avec l'INRAP, etc. Et dans le nouveau cycle programmatique qui a commencé cette année et qui vise 2028, on travaillera à la mise à l'échelle de l'intégration de ces modules dans l'ensemble des classes des écoles publiques et privées. Et à la fois, UNFPA appuie le fonctionnement des centres récréatifs auprès des universités de Guinée, où on finance aussi la formation de pères éducateurs et pères éducatrices, l'accessibilité aux condoms masculins et féminins,
Et le ministère de la Santé s'est engagé à déployer du personnel de la santé, notamment des infirmiers, des sages-femmes, dans ces centres créatifs. Donc, vous voyez, en général, les efforts liés au bien-être des populations sont des efforts de l'État. Il n'y a pas un seul acteur ou une seule institution qui peut porter ça sur soi. D'accord. Alors, Monsieur Francesco, de 2024 à 2028, l'UNFPA a présenté aux autorités guinéennes son 9e programme de coopération en Guinée. À quoi consistera-t-il dans le cadre justement de la réalisation d'un accès sans contrainte aux services de planification familiale? Donc, ce 9e programme s'est donné des objectifs très clairs sur les 3 aspects qu'on a identifiés tout à l'heure comme étant les principaux défis. Donc, concernant la disponibilité au dernier kilomètre de produits, on vise l'accompagnement du gouvernement pour faire en sorte que le 97% des structures de santé du pays ne tombent pas en rupture de stock. On est déjà autour du 90%, dans certains cas 93%, donc c'est un effort additionnel à faire. Et tel qu'on a entendu de Dr Kaba, il faut élargir du 80% des structures ayant ce service disponible à un nombre plus élevé. Si on arrivait à atteindre les 90, voire même plus des structures qui est le service de planification familiale disponible, ça serait déjà bien. Mais ce travail d'approvisionnement et d'élimination pratiquement des phénomènes de rupture de stock, c'est un des principaux objectifs dans le cadre de la planification familiale. Deuxièmement, on va continuer le travail sur le renforcement en général du personnel de la santé en termes de leur capacité, maîtrise des informations et de la pratique. Et c'est là, on va le faire à travers aussi une stratégie qui se révèle très efficace, qui est le mentorat des sages-femmes. On a décidé au sein du UNFPA, et d'accord avec le gouvernement, de réduire les budgets, par exemple, des ateliers, parce que les ateliers ont des fortes limites s'agissant d'atteindre des objectifs de développement des capacités. Les ateliers sont souvent utiles dans le partage d'informations, mais s'agissant de capacités pratiques, mieux vaut accompagner le personnel de la santé à travers le mentorat d'autres membres du personnel plus expérimentés. Donc, on a un réseau dans le pays de sages-femmes maîtresses et sages-femmes mentors. On a augmenté le budget dans ce sens qu'on donne directement aux inspections régionales de la santé et aux directions préfectorales pour accompagner la multiplication de ces séances de mentorat. Et troisièmement, c'est le travail, comme on a dit, culturel et de démystification. Avec UNFPA, on va renforcer notre partenariat avec les acteurs de la culture parce que ce n'est pas seulement, encore une fois, un effort d'information, mais il faut un changement de comportement, de la perception du phénomène. Justement. De là, on a commencé cette année un partenariat plus rapproché avec la 72 heures du livre, maintenant avec le Festival international du film Espoir. Donc, on va impliquer Vous avez pensé à impliquer les religieux aussi? Tout à fait. Avec les religieux, on a un engagement au sein du UNFPA dans l'ensemble des pays, aussi ici en Guinée, qui dure depuis des décennies, qui a impliqué aussi des bourses d'études pour que certains religieux aillent se former dans des écoles religieuses qui aident à expliquer comment réconcilier les écritures religieuses avec les comportements de bien-être et de santé des populations. J'ai eu moi-même, depuis mon arrivée il y a 1 an et demi, l'opportunité pas seulement d'engager directement le secrétaire général et le ministre des Affaires religieuses, mais aussi certains des imams les plus écoutés ici en Guinée, aussi dans les régions, etc. C'est un parcours qui continue, parce que vous savez aussi, parmi les religieux, pas tout le monde a le même niveau, si vous voulez, d'exposition directe à l'éducation sur l'interprétation des Écritures. Et on mélange souvent en tant qu'être humain nos connaissances techniques avec les concepts que nos familles nous ont inculqués en quelque sorte depuis qu'on était petit. Moi, je ne suis pas seulement le fruit des études que j'ai fait, je suis aussi le fruit de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Heureusement, je suis l'enfant de parents très ouverts d'esprit du point de vue des droits civils et des droits humains. Mais je peux vous assurer, venant d'une partie de l'Italie assez traditionnaliste, qui est le sud de l'Italie, qu'il y a des copains et des copines qui ont eu à explorer tout seul et toute seule une vision un peu plus ouverte de l'accès, y compris aux droits de santé sexuelle et reproductive. Quelles sont les localités concernées par votre programme, par ce programme donc, et en termes de prévision, combien de personnes ciblent le même programme? Alors,
Pour la composante planification familiale, on accompagne les activités sur tout l'étendue du pays, sur l'ensemble du pays. D'autres composantes du programme se focalisent sur les 5 régions ayant les indicateurs sociaux sanitaires un peu plus problématiques, surtout sur la mortalité maternelle, etc. Mais pour la planification familiale et pour l'élimination des violences basées sur le genre, et je saisis cette opportunité pour le mentionner aussi, parce que c'est un phénomène dont on est très préoccupé, le programme vise la couverture de l'ensemble du territoire du pays sur les 3 volets que je vous mentionnais tout à l'heure. En termes de prévalence, on souhaiterait augmenter de 10%, donc du 13,5 arrivé en 2028 autour du 23%, autour du 23%, ce qui demanderait encore une fois, tel qu'on l'a fait dans l'ancien cycle de programme, de redoubler le nombre d'utilisatrices et donc en arriver à environ autour de 700 000, 600 et quelques mille, etc. Bon, vous savez, ce n'est pas un exercice à l'unité près, mais c'est un exercice qui vise l'ordre de grandeur de nos objectifs. Donc vraiment presque redoubler l'utilisation. Votre dernière campagne de distribution des produits contraceptifs dans la région de Conakry, quel bilan pouvez-vous dresser rapidement? On est pris par le temps. Alors, on est en train de vérifier les chiffres, et donc je ne vais pas me prononcer sur les chiffres précis, mais encore une fois, tel que les campagnes passées, on est très encouragé, pas seulement par le nombre de nouvelles utilisatrices, mais par le nombre de couples qui se rendent ensemble parler de planification familiale. Donc, le chapitre, disons, de Conakry est enclos il y a 1 semaine et demie environ. On est encore en train de collecter les données des différents centres de santé concernés et on va les diffuser à travers nos canaux médias. Alors, M. Francesco, avant de terminer, parlez-nous des perspectives de l'UNFPA pour la Guinée afin d'être au rendez-vous de l'agenda 2030. Nos perspectives se traduisent dans nos engagements dans le cadre du 9e programme. C'est un engagement d'accompagnement de l'évolution du pays sur 4 volets. Le premier volet, je vais les mentionner dans un ordre pas d'importance, mais tel qu'ils apparaissent dans notre cadre de coopération. Le premier volet est celui lié à la qualité et disponibilité des analyses des données démographiques. Parce qu'il n'y a aucune décision publique qui peut être prise sans avoir conscience de la composition de la population et de l'évolution de cette population. Si on s'attend à une population qui vieillit, il faut investir dans certains services. Si on s'attend à une population qui reste très jeune, il faut investir dans d'autres services. Donc il faut se donner ces perspectives. Dans ce cadre-là, on est l'agence d'assistance technique du gouvernement dans la réalisation du recensement général de la population et de l'habitation, mais aussi un partenaire clé pour la prochaine enquête démographique et de santé. Le deuxième volet, c'est le volet le plus large, qui est le volet de l'accompagnement, surtout à la qualité et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, ce qui regarde bien sûr la santé maternelle avec les consultations prénatales et la qualité des services au moment de l'accouchement et post-accouchement, y compris la qualification du personnel obstétrical, ce qui est très important. Donc, santé maternelle, planification familiale et assistance aux survivantes de violences basées sur le genre pour tout ce qui est les aspects médicaux. Donc, ça rentre dans la santé sexuelle et reproductive avec une grande attention vis-à-vis les filles, les jeunes, les adolescents et les populations vulnérables qui vivent aussi dans des zones reculées, y compris les îles, etc. Les communautés plus distantes des centres de santé. Le troisième volet est le volet qui a trait à l'accompagnement au choix de la jeunesse dans un pays dont le 77% environ de la population est plus jeune que 35 ans, moins que 35 ans c'est nécessaire. Et pourquoi, je dis souvent, on a confié ce mandat à UNFPA sur la jeunesse? Parce que, en fait, sur le développement des compétences de vie. Parce qu'un des premiers choix qu'un être humain fait sans consulter personne, c'est à quel moment avoir sa première expérience sexuelle. Donc, et c'est un choix qui peut déterminer l'avenir, surtout d'une femme ou d'une fille. Et donc, c'est ce troisième volet sur lequel on continue à investir dans le cadre de la citoyenneté, de l'éducation complète à la sexualité, tout ce que je mentionnais tout à l'heure qui vise spécifiquement les jeunes et les adolescents. Le quatrième volet, qui est un volet sur lequel il faut faire un effort énorme, est le volet d'élimination de toute forme de violence basée sur le genre et de pratiques néfastes, qu'il s'agisse de mutilations génitales féminines, qu'il s'agisse de violences sexuelles, de mariage forcé, de toute autre forme de violence économique et psychologique. Il faut
accompagner la Guinée, la population guinéenne, parce que ça, ce n'est pas un effort de gouvernement, ça, c'est un effort de société, à sortir des statistiques effrayantes qui font, à mon avis, des questions de violence basées sur le genre, une crise de protection. Pas un phénomène de santé publique, pas un phénomène social. Quand on a environ 8 femmes sur 10 en âge adulte qui ont subi une forme de violence, c'est une crise de protection à laquelle les femmes et les filles font face, qui est complexe, et donc il faut avoir le professionnalisme et la vision d'engager avec tous les éléments qui font cette complexité. Voilà, Monsieur Francesco, avant de boucler cette émission, puisqu'on est pris par le temps et la radio c'est l'heure, votre mot de la fin sur la planification familiale. Mon mot de la fin, c'est qu'il faut pas avoir peur d'en parler en famille, entre grandes sœurs, jeunes sœurs, nièces, cousines, etc. Donc il faut qu'on en parle. Et il faut que le système du pays, gouvernement, donc à la fois éducation, santé, bien sûr, dans le leadership, mais aussi les finances et le budget, que tout le monde se sente concerné, parce que le bien-être d'une population fait la durabilité de la richesse d'un pays. Comme on dit souvent, je vais clore sur ça, la seule ressource qui ne consommera jamais, c'est la population. Les mines, les minières, les ressources naturelles partent, les ressources minéraires finissent, mais les populations, si elles sont en bien-être, elles vont continuer à se reproduire. Donc c'est la seule ressource inépuisable d'un pays. Voilà, merci encore une fois, Monsieur Francesco Galtieri. Vous êtes le représentant de l'UNFPA en Guinée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour nous avoir honorés de votre présence ce matin. Voilà, je rappelle aux auditeurs que nous avons parlé de la planification familiale, des avantages, de la problématique d'accès des femmes aux contraceptifs en Guinée, de l'apport de votre institution, l'UNFPA, dans l'accroissement de la prévalence contraceptive en Guinée et des avancées enregistrées dans le pays. Chers auditeurs, nous sommes au terme de cette émission Santé d'abord, animée par Justine Finda Tonguino et moi-même Sidibé Kondé. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et nous espérons que ce plaisir a été partagé. Merci à Daouda Sangaré pour la mise en onde. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Santé d'abord est votre émission dédiée à la promotion et à la sensibilisation sur la santé. Elle vise à informer, éduquer et conseiller les auditeurs sur une multitude de thématiques liées à la santé. Santé d'abord, c'est tous les samedis à partir de 10h sur la 107.5 FM, la radio parlementaire. La radio parlementaire se distingue des autres médias par son caractère institutionnel. Une grille des programmes dynamique et attractive. De grandes émissions avec des contenus centrés autour des activités du CNT et de la transition. La Guinée en chantier. Les 5 valeurs du CNRD et leur mise en application, sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, permettent d'entrevoir un meilleur devenir pour le peuple souverain de Guinée. Au CNT, cette vision du chef de l'État